Je reviens, cette fois non plus tant en qualité de directrice du GREDIOC que de professeure de droit public spécialisée en droit de l'urbanisme pour vous parler des effets du Covid-19 sur le droit de l'urbanisme. Alors à vrai dire, l'intitulé de l'intervention est un peu mensonger, trompeur, parce que je ne vais pas traiter tout le sujet, je ne vais pas vous parler de tous les effets sur tout le droit de l'urbanisme. J'ai choisi de me concentrer sur le droit des autorisations d'urbanisme parce que sinon ce serait beaucoup trop vaste et sauf à survoler le sujet de très haut, vraiment on ne pourrait pas en faire le tour. Donc je vais vous parler des autorisations d'urbanisme, sachant que j'entends par autorisation d'urbanisme les 3 permis. Je désigne donc les 3 permis. Permis de construire, permis d'aménager, permis de démolir, et la déclaration préalable, qui est une forme d'autorisation qu'on appelle déclaration préalable, mais qui relève en réalité pas vraiment d'un régime déclaratif. Donc, en matière d'autorisation d'urbanisme, tout a commencé avec, comme dans les autres domaines d'ailleurs du droit, la loi d'urgence du 23 mai 2020, qui a d'une part déclaré l'état d'urgence sanitaire pour 2 mois et d'autre part habilité le gouvernement à prendre dans un délai de 3 mois toute ordonnance permettant de faire face à la situation. Ces ordonnances étant susceptibles de prendre effet le 12 mars. Tout a démarré avec la loi d'urgence du 23 mars 2020 qui habilite le gouvernement à prendre donc ces ordonnances avec un effet rétroactif. Et cette rétroactivité, elle était nécessaire parce que le confinement avait déjà commencé. En fait, le confinement a été décrété avant que l'état d'urgence ne soit déclaré. Or, c'est vraiment le confinement qui rend impossible le respect de certains délais par des personnes qui ne peuvent accomplir leurs droits, leurs obligations, leurs devoirs dans les délais qui sont impartis. Donc, on va la retenir, cette date du 12 mars, elle sera importante. Sur la base donc de cette loi, le gouvernement s'est attaché donc à édicter des ordonnances avec 2 préoccupations principales à l'esprit initialement. Première préoccupation, protéger les administrés qui ne sont pas en mesure d'exercer tous leurs droits, tous leurs devoirs. Donc, on a prévu des systèmes de report de délai pour leur permettre d'accomplir toutes leurs obligations dans les délais allongés qui leur sont impartis. D'autre part, volonté de protéger l'intérêt général aussi, en aménageant certains délais, certaines procédures, parce que les agents des services publics, sauf s'ils étaient essentiels à la vie de la nation, mais étaient aussi confinés que les usagers et donc ne pouvaient pas accomplir leur mission dans de bonnes conditions. Et c'est vraiment dans cet état d'esprit, protection des administrés, protection des personnes et protection de l'intérêt général qu'est intervenue la première ordonnance importante qui va concerner le droit des autorisations d'urbanisme, qui est l'ordonnance numéro 306 du 25 mars. Donc cette ordonnance, c'est un texte à vocation générale, il n'est pas du tout consacré principalement au droit de l'urbanisme, un texte à vocation générale qui a la caractéristique donc, de définir une période juridiquement protégée. Cette période juridiquement protégée, elle va courir du 12 mars jusqu'à 1 mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire tel qu'il était initialement déclaré. Initialement déclaré, on a vu la fin de l'état d'urgence, donc c'était pour 2 mois le 23 mars, donc l'état d'urgence sanitaire prenait fin dans un premier temps le 23 mai. Cette période juridiquement protégée, elle s'étend donc jusqu'au 23 juin à minuit. Donc, durant cette période, les délais sont interrompus, suspendus, de telle sorte que les administrés, l'administration ne se retrouvent pas bloqués à cause de ces délais qui se seraient trouvés échus durant cette période compliquée. Cette ordonnance, elle a suscité beaucoup de réactions des professionnels de l'immobilier qui ont déploré une paralysie excessive des délais en matière d'autorisation d'urbanisme et paralysie qui risquait de coûter cher au secteur de l'immobilier
et à l'économie de la France, parce que c'est vrai que la délivrance des autorisations d'urbanisme et la purge aussi des actions qui sont susceptibles d'être intentées contre ces autorisations conditionne l'activité de toute une chaîne d'acteurs, promoteurs, aménageurs, notaires, constructeurs, agents immobiliers, etc. Et il est vrai aussi que le BTP représente une part importante de l'économie française. Donc, ces critiques, ils sont passées par tous les canaux, par la presse, par les réseaux sociaux, bien sûr, mais aussi par le Parlement, posant des questions au gouvernement. Ces critiques, elles ont été entendues par le gouvernement qui a adopté assez rapidement une ordonnance le 15 avril 2020. Donc c'est la deuxième ordonnance la plus importante qui va concerner les autorisations d'urbanisme, l'ordonnance 427 du 15 avril 2020, qui ne concerne pas que l'urbanisme, mais qui a notamment pour objet de corriger les inconvénients de l'ordonnance précédente sur le droit des autorisations d'urbanisme. Et ça se traduit par la suppression de systèmes de prorogation au profit de systèmes de suspension, donc ce qui va avoir pour conséquence d'allonger moins les délais. Et puis, ça se traduit également par la suppression de ce qu'on a appelé le mois tampon, c'est-à-dire le mois de suspension, interruption des délais supplémentaire par rapport à la fin de l'état d'urgence sanitaire. Donc, avec cette ordonnance, la période de référence ne sera plus cette période juridiquement protégée 12 mars, 23 juin à minuit, mais 12 mars, 23 mai à minuit. Alors, ces dispositions, elles ont plutôt été bien accueillies par le secteur de l'immobilier, mais bon, il y avait encore quelques critiques et le gouvernement est encore intervenu à 3 reprises pour modifier ce droit, on va dire, super dérogatoire applicable aux autorisations d'urbanisme en période de crise sanitaire. Il y a eu d'abord une ordonnance du 22 avril qui avait, à mon avis, dans notre matière, surtout pour objet de rassurer en quelque sorte les professionnels de l'immobilier, en prévoyant dans les textes la possibilité, dans certains textes, la possibilité pour le gouvernement et par décret de faire repartir les délais plus tôt. C'est-à-dire que de ne pas attendre forcément le 23 mai, mais éventuellement de décider par décret parce que la situation se serait améliorée, de les faire repartir plus tôt. Bon, on va pas s'étendre très longtemps là-dessus puisque tout le monde a constaté que ça n'avait pas été utilisé, ce qui est à mon avis une très bonne chose. C'était une fausse bonne idée, cette possibilité, parce que ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que les textes n'empêchaient absolument pas les particuliers, n'empêchaient absolument pas l'administration d'agir. Les textes leur donnaient des délais supplémentaires pour agir. Mais l'administration pouvait tout à fait, si elle était en condition de le faire, délivrer des autorisations d'urbanisme. Et d'ailleurs, je crois que la ville de Paris, alors je n'ai pas d'autres statistiques, mais la ville de Paris en a délivré plusieurs centaines. Début mai, ils avaient déjà délivré plus de 700 autorisations d'urbanisme. Donc voilà, il faut vraiment avoir ça à l'esprit. C'est un système de moratoire qui a été mis en place. Après cette ordonnance du 22 avril est encore intervenue l'ordonnance du 7 mai. Cette ordonnance du 7 mai, son objet principal, c'était de cristalliser justement ce délai du 23 mars. Parce qu'à cette époque, on savait que l'état d'urgence sanitaire allait être prorogé. Et bien, on voulait éviter que mécaniquement, les délais qui avaient été prévus, notamment en matière d'urbanisme, se trouvent également allongés d'autant. Donc, on a cristallisé cette date du 23 mai pour les délais applicables en matière d'autorisation d'urbanisme. Et puis, on en a profité quand même pour retoucher un peu le fond du régime, je vous en parlerai. Et enfin, la dernière ordonnance qui est intervenue, c'est une ordonnance du 13 mai 2020, qui a fait la même chose, mais pour les autres délais. Donc, en fait, pour principalement l'ordonnance 306 du 25 mars, la première ordonnance, là, on est venu fixer le délai au 23 juin. Là aussi, en apportant bien sûr quelques petites retouches au fond du droit, qui ne sont pas petites retouches qui ne sont pas absolument sans incidence sur le droit des autorisations. On va le voir. Alors, à l'issue
de cette succession de textes. Je ne vous ai pas parlé de tout, hein, je vous épargne l'ordonnance sur les antennes relais, par exemple, qui concerne un peu les autorisations d'urbanisme, on va la laisser de côté. À l'issue de cette succession de textes, que penser? Bon, déjà, on a un peu le tournis, hein, mais vous inquiétez pas, si c'est votre cas, c'est le mien aussi, ça va passer. Un peu le tournis et un sentiment mitigé. Un sentiment mitigé, d'abord parce que, bon, faut reconnaître quand même que le gouvernement a fait preuve de bonne volonté, hein, il a réagi aux critiques qui ont été faites, il a adopté de nouveaux textes, mais voilà, cette écriture un peu tâtonnante, on va dire, des textes n'est quand même pas propice à la meilleure sécurité juridique. Ensuite, sentiment mitigé aussi parce que, bah, bon, c'est vrai que l'ouvrage final, on va dire, est quand même assez bien réussi, assez complet, mais il reste quelques petites malfaçons, on va dire, que l'on peut déplorer et que j'évoquerai donc au cours de cette intervention, où je vais vous parler de 4 éléments concernant les autorisations d'urbanisme. Je vais vous parler de l'instruction, donc du régime spécifique de l'instruction en période de Covid. Je vous parlerai du contentieux, des recours contre les autorisations d'urbanisme. Je vous parlerai du retrait et enfin de la péremption. Alors, je commence en évoquant les délais d'instruction contre les autorisations d'urbanisme. Les délais d'instruction, bon, vous savez qu'ils sont variables hein, selon les situations, selon qu'on dépose une déclaration préalable, on demande un permis de construire ou un permis d'aménager, on ne va pas être sur le même délai, 1 mois, 2 mois, 3 mois, voire plus. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la situation, le principe est celui selon lequel, si l'administration n'a pas répondu à l'expiration du délai d'instruction, son silence vaut acceptation. Donc son silence vaut autorisation tacite. Oui, il y a des exceptions, il y a quelques exceptions, mais le principe est quand même celui selon lequel le silence vaut acceptation en matière d'instruction des autorisations d'urbanisme. Alors ça posait évidemment difficulté en période de confinement parce que c'est très, elle pouvait s'avérer dangereuse. L'administration ne pouvant pas fonctionner normalement, on pouvait imaginer que des demandes d'autorisation seraient déposées sans pouvoir être véritablement et correctement instruites et puis que naîtraient des autorisations tacites. Alors, évidemment, le gouvernement a souhaité éviter cette situation. Alors, d'abord, pas spécialement concernant les autorisations d'urbanisme, hein, mais concernant tous les cas où le silence de l'administration vaut acceptation. À cet égard, c'est dans un premier temps donc l'article 7 de l'ordonnance du 25 mars, une suspension des délais d'instruction au 12 mars avec reprise au 24 juin. Alors, donc, il y a eu des critiques parce que c'était trop long pour tout ce secteur de l'immobilier qui allait longtemps. Et donc, dans l'ordonnance du 15 avril, les pouvoirs publics ont réagi, ont modifié le dispositif. Donc, ils ont maintenu le système de suspension à partir du 12 mars, ils ont supprimé ce qu'on appelle le mois tampon. Ça signifie que les délais d'instruction des demandes d'autorisation en cours au 12 mars ont été suspendus à partir de cette date et ont recommencé à courir pour la durée restante à compter du 24 mai. Donc, je vous donne un exemple. Par exemple, si une demande de permis de construire maison individuelle, on est sur 2 mois d'instruction, a été déposée le 20 janvier, le délai d'instruction aurait dû expirer le 20 mars. À partir du 12 mars, il s'est trouvé suspendu. Il restait 9 jours à courir. À partir du 24 mai, il reprend. Donc, pour 9 jours, il expirera alors le 1er juin. Je précise qu'on est sur des délais de procédure administrative non contentieuse et il s'agit donc de délais non francs. Donc on ne s'occupe pas du point de savoir si il s'achève un samedi, un dimanche ou un jour férié. On s'en moque, il s'achève le jour prévu. Cette disposition spécifique donc, de l'ordonnance du 15 mars sur l'instruction des autorisations, c'est l'article 12 ter, donc, que vous retrouvez, on vous a envoyé des supports, normalement vous pouvez retrouver cet article, vous le retrouvez très facilement aussi sur Légifrance. Cet article 12 ter, il a un champ d'application assez large, parce que donc, le texte précise bien qu'il s'applique non seulement au permis, mais également aux déclarations préalables, il s'applique aussi aux certificats d'urbanisme. Vous verrez également que
est mentionné dans cet article le récolement des travaux. Donc là, on sort de l'instruction, et j'en parle parce que c'est l'occasion. S'agissant du récolement, eh bien, c'est le même système. Hein. Si une déclaration attestant et la conformité des travaux avait été envoyée avant le 12 mars et que le délai de récolement, qui est de 3 mois ou 5 mois selon les cas, n'était pas échu au 12 mars, à partir de cette date, il est suspendu et il recommence à courir pour la durée restante, parce qu'on est bien sûr en suspension, il recommence à courir à compter du cet article 12 ter indique également, et là c'est très logique, hein, que si une demande d'autorisation a été déposée pendant la période de suspension des délais, pendant cette période du 12 mars au 23 mai, eh bien, le délai d'instruction ne commencera à courir que le 24 mai. Donc là, on a reporté, et c'est très cohérent, le démarrage du délai d'instruction. Enfin, cet article 12 ter pose que les mêmes règles s'appliquent aux délais qui sont impartis aux services compétents pour donner des avis ou des accords dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme. Donc ça veut dire par exemple qu'on va appliquer exactement le même système de suspension avec les mêmes dates à l'architecte des bâtiments de France, au délai qui lui est imparti pour donner son avis ou son accord. Ça veut dire aussi qu'on appliquera ces mêmes règles aux autorisations qui doivent être données au titre de législation extérieures, comme par exemple lorsque le projet concerne un immeuble de grande hauteur, un établissement recevant du public ou encore un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale. Donc ça c'est bienvenu, c'est très cohérent parce que ça permet que le temps de l'instruction des projets complexe, on va dire, soit cohérent. Alors, ce qui a pu être un peu regretté parfois par certains commentateurs, c'est qu'on ne soit pas allé un peu plus loin et que notamment n'ait pas été visé, par exemple, les autorisations qui sont nécessaires à la délivrance, les autorisations donc extérieures aux autorisations d'urbanisme qui sont nécessaires à la délivrance des autorisations d'urbanisme ou à leur exécution. Je pense par exemple à l'autorisation environnementale ou à l'autorisation de défrichement. Quand on a un projet qui est soumis non seulement à autorisation d'urbanisme, mais à une de ces autorisations, eh bien, on ne va pas pouvoir commencer à exécuter l'autorisation d'urbanisme tant qu'on n'a pas obtenu ces autres autorisations. Et là, il se trouve que ces autorisations, défrichement par exemple, ou autorisation environnementale, restent régies par les dispositions générales de l'ordonnance du 25 mars, l'ordonnance 306, précisément par l'article 7, ce qui veut dire que pour elle, le délai d'instruction a été suspendu au 12 mars, mais il ne recommencera à courir que le 23 juin. Il est suspendu pendant toute la période juridiquement protégée. Alors, c'est posé également une question concernant les demandes de pièces complémentaires. Alors, sur les demandes de pièces complémentaires, je commence par rappeler très rapidement que depuis le 1er octobre 2007, le Code de l'urbanisme prévoit que les demandes de pièces complémentaires ne peuvent interrompre le délai d'instruction que si elles sont notifiées dans le premier mois et si en plus les pièces figurent sur une liste qui figure dans le Code de l'urbanisme. Ça signifie que quand une demande de pièces complémentaires donc, est formulée dans ce premier mois, elle interrompt le délai d'instruction qui va se trouver prorogé et qui ne recommencera à courir pour l'intégralité de sa durée qu'à la réception des pièces demandées. En revanche, si la demande de pièces complémentaires intervient le premier mois, bien sûr, il faut fournir les pièces, on a tout intérêt à les fournir. Néanmoins, cette demande n'a pas d'effet sur le délai d'instruction. Elle n'interrompt pas le délai d'instruction. D'où évidemment l'importance de savoir quel est l'impact des ordonnances Covid sur le délai imparti à l'administration pour demander les pièces complémentaires. Alors à l'origine, suite aux premières ordonnances, 25 mars, 15 avril, il y avait beaucoup d'inquiétudes qui étaient exprimées parce que certains considéraient que ces demandes de pièces complémentaires allaient relever de l'article 7 de l'ordonnance du 25 mars, et que donc, alors même que le délai d'instruction allait reprendre le 23 mai, le délai pour demander les pièces complémentaires ne reprendrait que le 23 juin, donc ce qui était peu
ça pouvait conduire à des solutions totalement absurdes. Surtout, il me semble que cette inquiétude n'était pas justifiée, parce que ce délai pour demander des pièces complémentaires, ça n'est rien d'autre que finalement le premier mois de l'instruction. C'est le mois qui suit le dépôt de la demande, c'est le premier mois de l'instruction. Or, il y a une disposition spécifique qui régit l'instruction. Je crois qu'il n'y avait aucune raison de ne pas appliquer cette disposition spécifique, donc l'article 12 ter de l'ordonnance du 25 mars, mais ajouté par celle du 15 avril, cet article 12 ter, il régit l'instruction, il devait régir aussi évidemment les demandes de pièces complémentaires. Alors, c'est ce qui est venu confirmer le gouvernement avec une ordonnance du 7 mai. Dans l'ordonnance du 7 mai dont je vous parlais tout à l'heure, le gouvernement est venu ajouter à l'article 12 ter un alinéa concernant spécifiquement les demandes de pièces complémentaires, pour bien dire qu'elles relèvent de ce même régime. Alors, bon, peut-être que certains s'en réjouissent, c'est pas mon cas. Je ne suis pas cet ajout soit si, parce que donc, à mon avis, vous avez compris qu'il n'était pas nécessaire. Surtout qu'intervenant donc là où il n'était pas nécessaire, et pour lever une ambiguïté, c'est ce que dit le rapport au président de la République, peut-être qu'il va en créer une autre. Parce que il faut savoir que dans le premier mois de l'instruction, il n'y a pas seulement les demandes de pièces complémentaires qui peuvent avoir une influence sur le délai. Il y a aussi les modifications du délai d'instruction. Et depuis 2007, on a prévu la même chose en matière d'allongement, de modification du délai d'instruction. On a prévu que l'administration ne pourrait signifier un allongement du délai d'instruction parce qu'il faut consulter telle ou telle autorité, l'architecte des bâtiments de France par exemple, que dans le premier mois. Et au-delà de ce premier mois, l'administration ne pourrait plus influer sur le délai d'instruction. Alors là, je me demande s'il n'y a pas des services instructeurs qui vont vous dire que ah bah oui, mais non, les modifications du délai d'instruction ne sont pas mentionnées à l'article 12 ter, donc elles relèvent de l'article 7. Alors même que les demandes de pièces complémentaires, qui elles sont bien mentionnées à l'article 12 ter, relèvent de l'article 12 ter. Alors que, selon moi, l'un comme l'autre devait tout naturellement relever de l'article 12 ter. Donc, je ne suis pas certaine que cet ajout ait forcément été une très bonne idée. Je vous parle maintenant des délais de recours contre les autorisations d'urbanisme. En commençant par rappeler que les autorisations d'urbanisme peuvent faire l'objet de deux sortes de recours. Le recours pour excès de pouvoir, qui est le recours des tiers, ou le recours du préfet, qu'on appelle le déféré préfectoral. Alors, si l'autorisation est décentralisée, bien sûr. Si elle n'est pas décentralisée, il n'y a pas de déféré préfectoral. Dans les deux cas, le délai de recours est de 2 mois, mais il n'a pas pas les mêmes modalités de déclenchement. Le déféré préfectoral, le délai de 2 mois de déféré préfectoral est déclenché par la réception en préfecture, la réception de l'acte en préfecture, alors que le délai de recours des tiers de 2 mois, lui, est déclenché par l'affichage continu sur le terrain des mentions essentielles exigées par le Code de la loi tête continue pendant une période de 2 mois. Alors, avec le confinement, évidemment, se posait une difficulté parce que ce confinement risquait d'empêcher les requérants potentiels d'exercer leur droit au recours, dont on sait l'importance dans les sociétés actuelles. On ne rigole pas, c'est tant mieux, avec le droit au recours. Donc, les pouvoirs publics se sont attachés à trouver des solutions. Alors, au départ, des solutions d'ordre tout à fait général. Dans l'ordonnance du 25, on appliquait au déféré préfectoral l'article 7, donc le délai de déféré était suspendu le 12 mars et reprenait pour la durée restant le 24 juin. Et pour les tiers, on appliquait l'article 2. Alors là, qui pouvait nous emmener loin, parce qu'on était plutôt sur un système de prorogation. Le délai repartait pour l'intégralité de sa durée à partir également du 24 juin. Donc là, les professionnels de l'immobilier se sont manifestés, c'est-à-dire qu'ils ont littéralement bondi. Et donc, ce qui a conduit le gouvernement à adopter une disposition spécifique. Avec l'ordonnance du 15 avril, il est venu ajouter un article 12 bis à l'ordonnance 306 du
25 mars. Cet article 12 bis, donc, est spécifiquement consacré au recours, prévoit lui un régime de suspension des délais de recours non échus au 12 mars, suspension jusqu'au 23 mai, étant précisé que le 23 mai, le délai de recours recommence à courir en principe pour la durée qui restait, mais tout en sanctuarisant un délai minimal de 7 jours. Donc, concrètement, ça signifie que pour les permis qui ne sont pas purgés, qui n'étaient pas purgés au 12 mars 2020, les délais de recours ont été suspendus à cette date. Ils ont recommencé à courir il y a quelques jours, le 24 mai, pour la durée qui restait, sans pouvoir expirer avant le 2 juin. Parce que, pour les délais de recours contentieux, on n'est plus sur des délais de procédure administrative, et là, on est sur des délais francs. Or, il se trouve que ce délai de 7 jours, eh bien, ce délai minimal incompressible de 7 jours, il va s'achever samedi 30, donc durant le week-end. Il se trouve aussi que le lundi va être lundi de Pentecôte, donc un jour férié, donc le délai de recours n'expirera que le 2 juin. Assez logiquement, là encore, le texte prévoit que les délais de recours contre les autorisations qui auraient éventuellement été délivrées pendant la période de suspension ne commenceront à courir que le 24 mai, donc ce qui est logique, à condition bien sûr que les formalités nécessaires au déclenchement du délai soient accomplies. Donc, mais on va dire au plus tard 23 mai pour que le délai puisse être effectivement et bien sûr que l'affichage était réalisé. Donc il n'était pas nécessaire à l'affichage dès l'obtention si on est dans la période de suspension, il était tout à temps. En revanche, ce qui est important, c'est que l'affichage soit bien sûr complet, régulier, dès le 24 mai pour que le délai de recours puisse être effectivement déclenché, ce qui est bien sûr de s'en constituer la preuve, parce que sur ces questions d'affichage, c'est bien souvent des problèmes de preuve qui se... gracieux. On a pu se poser la question, tout le monde n'a pas la certitude de ce que le délai serait également suspendu pour les recours gracieux. Alors, pour ma part, il l'est, parce que l'article 12 bis vise de façon générale les délais applicables aux recours et aux déférés préfectoraux, donc les autorisations d'urbanisme. Donc, voilà, il est question des recours, il n'est pas question des recours contentieux, il n'est pas question des recours devant les tribunaux, le Conseil d'État, etc. Les recours, en général, je pense que ça doit viser les recours gracieux. Il me semble un peu osé de considérer que la suspension ne doit pas profiter au recours gracieux. Ce n'est pas une lecture très prévisible du texte, alors qu'une fois encore, ce qui est en cause, c'est quand même le droit au recours, et que le droit au recours, il est important, et que le droit de faire un recours administratif dans le délai de recours contentieux qui interrompt le délai de recours contentieux, c'est un principe général du droit qui a été consacré par un arrêté du Conseil 5, et donc si on veut l'écarter, il faut le faire de façon claire, de façon explicite. À mon sens, le recours gracieux et bénéficie aussi. Autre précision, qui est cette fois claire dans le texte, le dispositif de recours bénéficie également à certaines autorisations connexes. Ça, c'était émis par des commentateurs de l'ordonnance du 15 avril qui avaient critiqué ce texte en expliquant que c'est bien beau de prévoir des suspensions de délais de recours un peu plus courtes en matière d'autorisation d'urbanisme que pour le reste, on va dire, de l'ordre juridique. Mais il y a beaucoup de projets, pas seulement des autorisations d'urbanisme. Et donc, pour tous ces projets-là, finalement, on se retrouverait bloqué. Le bénéfice de l'ordonnance du 15 avril serait anéanti du simple fait que les autres autorisations, elles, continueraient de relever des délais
des prévus par l'ordonnance du 25 avril. Et donc, le texte a prévu que les dispositions, donc l'article 12 bis, suspension seulement jusqu'au 23 mai, s'appliquent également au recours formé contre les l'agrément bureau prévu par l'article L510-1 du Code de l'urbanisme lorsqu'il porte sur un projet soumis à autorisation d'urbanisme, et s'applique également au recours administratif préalablement dirigé contre les avis qui sont rendus par les commissions départementales d'aménagement commercial. Donc, voilà, une disposition assez large pour finir, même si elle n'est peut-être pas totalement satisfaisante. D'abord parce que il semble que les délais d'appel et de cassation ne soient pas concernés. Donc là, on a des contentieux qui vont durer un peu plus longtemps. Ces délais d'appel et de cassation continuent de relever vraisemblablement de l'article 2. Pourquoi ? Parce que le 12 bis est un article dérogatoire, donc il faut l'interpréter également et qu'il est difficile de faire une lecture extensive de cet article 12 bis pour le restreindre de façon imprévisible. Peut-être un premier petit relevé dans cet article 12 bis. Le deuxième point concernant les recours, qui est assez problématique aussi, c'est le fait que la question des modalités d'application de l'article R600-1 n'ait pas été traitée. L'article R600-1, c'est l'article qui prévoit une obligation de notification des recours. Et en fait, c'est le dispositif qui permet, en substance, aux titulaires d'autorisation et aux notaires aussi, de savoir qu'une autorisation est frappée d'un recours. C'est originellement le seul dispositif qui permette d'avoir connaissance de cela. Et ce dispositif, donc, il prévoit que lorsque quelqu'un intente un recours gracieux ou contentieux contre une autorisation d'urbanisme, il doit impérativement, et à peine d'irrecevabilité, notifier son recours dans un délai de 15 jours. Donc, il va devoir le notifier à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision. Or, en l'absence de dispositions spécifiques la concernant, cette formalité relève de l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars, dont il résulte que, en gros, si la notification devait être accomplie au plus tard pendant la période juridiquement protégée, 12 mars, 23 juin, elle sera réputée avoir été réalisée à temps si elle est effectuée dans les 15 jours suivant cette période, donc jusque début juillet. Donc, très concrètement, ça veut dire que pour les recours qui ont été introduits postérieurement au 26 février et jusqu'au 8 juin, le délai de notification de 15 jours ne commencera à courir que le 24 juin. Et ça, c'est assez dommage. Alors, on va me dire, oui, mais il y a quand même, depuis qu'existe l'article R600-7, la possibilité de demander une attestation de non-recours au tribunal. Oui, ne répond que sur les recours contentieux. Il n'est pas au courant des recours gracieux. Donc cet article R600-1, c'est le seul qui permet d'avoir connaissance de l'existence d'un recours gracieux. Et voilà, c'est dommage parce que ça a pour conséquence, en gros, que pour les notaires, il va être assez difficile de réitérer avant, en gros, 14 juillet, la fête nationale, une vente lorsque cette vente aura été passée sous la condition suspensive de l'obtention d'un permis purgé de tout recours, dès lors que ce permis aura en gros été délivré après Noël. Donc voilà, ça c'est peut-être un peu regrettable. J'en viens maintenant au délai de retrait. Délai de retrait des autorisations d'urbanisme. Ce délai est régi par l'article L424-5 du Code de l'urbanisme qui prévoit que l'autorité qui a délivré une autorisation d'urbanisme a le droit de la retirer si cette autorisation est illégale dans un délai de 3 mois suivant la naissance ou la délivrance de l'autorisation. Sachant que, de son côté, le Code des relations entre le public et l'administration exige que ce retrait soit précédé d'une procédure contradictoire.
Alors, la difficulté en période de confinement, c'est que l'administration n'est pas vraiment en mesure de procéder au retrait comme elle le voudrait, au retrait d'autorisation comme elle le voudrait, qu'il s'agisse soit de détecter les illégalités des autorisations, soit de mener les procédures contradictoires comme il se doit. Donc, il fallait adopter une solution, mais au départ, il n'y avait pas de solution spécifique concernant le retrait des autorisations d'urbanisme. Pas de solution spécifique dans les ordonnances de mars comme d'avril. C'est-à-dire que, alors on appliquait selon, il me semble qu'il fallait appliquer l'article 7, ce qui voulait dire que le délai de retrait, s'il n'était pas échu au 12 mars, allait être suspendu jusqu'au 23 juin et recommencer à courir le 24 juin pour la durée restante. Et d'autres commentateurs pensaient carrément qu'il fallait appliquer l'article 2. Alors là, c'était complètement dramatique comme situation parce qu'on se retrouvait à la fin du mois d'août pour purger le retrait. Donc c'était assez anxiogène. Et puis surtout, ça aboutissait à ruiner les efforts du gouvernement, parce que les gouvernements qui avaient tous ces efforts sur la délivrance des autorisations, sur les recours, on l'a vu, s'il oublie le retrait, finalement tout ça n'a servi à rien, parce que faut bien voir que lorsque une promesse de vente est passée, sa réitération est souvent suspendue non seulement à la purge des recours, mais aussi à l'expiration du délai de retrait administratif. Donc c'était problématique. Alors ça, le gouvernement a fini par l'entendre et il a corrigé l'omission. Je pense que c'était tout simplement une omission initiale avec son ordonnance du 7 mai, qui est venue inclure le retrait à l'article 12 ter de l'ordonnance du 25 mars, qui prévoit, donc on l'a vu, du coup on revient sur un régime similaire à ce qui a été fait pour l'instruction des autorisations, suspension du délai de retrait au 12 mars, si bien sûr il n'était pas échu à cette date, avec reprise, non plus le 24 juin, mais le 24 mai. Je pourrais vous donner éventuellement des petits exemples, ou alors si vous avez des questions, on fera des cas pratiques. J'avais des exemples à vous donner, mais je vais les épargner pour aller un peu plus vite. Alors là, il me semble qu'il reste une petite interrogation, en fait un petit problème que je n'ai pas réussi à résoudre, à élucider. C'est le problème de la procédure contradictoire. Parce que lorsque une procédure de retrait est engagée, l'administration doit, avant de procéder au retrait, adresser un courrier au titulaire de l'autorisation en l'invitant à présenter ses observations. C'est la façon qui va lui permettre de respecter la procédure, de mettre en œuvre la procédure contradictoire. Lorsque l'administré reçoit ce courrier et qu'on lui donne un délai pour présenter ses observations sur l'éventualité du retrait, eh bien, je crois que ce délai il va relever de l'article 2. Et donc là, il y a un hiatus, quelque chose de pas cohérent, que je n'ai pas réussi totalement à résoudre, mais qui pourrait, dans certains cas, poser difficulté. J'en viens, pour finir, en espérant que la personne qui a laissé son micro ouvert ait l'amabilité de le fermer. J'en viens à présent à la péremption des autorisations d'urbanisme. Ces derniers points, je terminerai par là. Les autorisations d'urbanisme ne sont pas éternelles, elles se périment si les travaux n'ont pas été substantiellement commencés dans les 3 ans suivant la naissance de l'autorisation ou sa notification, ou elles se périment aussi si les travaux sont interrompus. Une fois passé le délai de 3 ans, si les travaux sont interrompus pendant plus d'1 an. Sachant qu'il y a des causes de suspension de la péremption, notamment si un recours est intenté contre l'autorisation. Et puis, on peut aussi échapper à la péremption en obtenant une décision de prorogation. Alors, évidemment, avec la crise sanitaire que l'on vient de connaître, certaines autorisations d'urbanisme étaient peut-être en danger de péremption parce que il y a peut-être des chantiers qui ont pu être perturbés, donc des interruptions d'1 an, qui ont été prolongées
plus longtemps que prévu, et puis il y a aussi des mises en chantier qui ont pu être empêchées. Et d'ailleurs, on l'avait déjà vu lors de la crise financière de 2008, et c'est ce qui avait conduit les pouvoirs publics à allonger la durée de vie des autorisations d'urbanisme, à la faire passer de 2 à 3 ans. Alors là, cette fois, aucune mesure n'a été prise, aucune mesure spécifique. Il y a quand même une mesure d'ordre général qui va bénéficier aux autorisations d'urbanisme, c'est l'article 3 de l'ordonnance du 25 mars, modifiée par celle du 13 mai. Cet article 3, il proroge de 3 mois certaines mesures administratives dont le terme était censé venir à échéance entre le 12 mars et le 23 juin. Et parmi donc l'énumération de ces mesures administratives qui vont être automatiquement prorogées de 3 mois, figurent les autorisations et les permis. Donc, très bien, hein, ça veut dire que pour les autorisations qui allaient, faute d'engagement des travaux, se périmer pendant la période juridiquement protégée, elles se trouvent automatiquement prorogées jusqu'au 23 septembre. Alors, bon, c'est mieux que rien, mais ce n'est pas non plus extraordinaire. Ce qui n'est pas extraordinaire dans ce dispositif non plus, c'est que les certificats d'urbanisme ne sont pas concernés. Hein. Les certificats d'urbanisme, ils vont se périmer tout à fait normalement. C'est peut-être un peu regrettable. Une prorogation aurait aussi été bienvenue. C'est un dispositif qui va pouvoir jouer en cas de péremption due à l'absence de commencement des travaux. C'est pas évident que ça joue en cas de péremption due à une interruption de plus d'1 an. Donc, bon, voilà, un dispositif d'ampleur un peu limitée, même si en revanche, je pense qu'il devrait assez naturellement jouer en cas de non-opposition à déclaration préalable, alors même que seuls les permis sont visés. Alors, certains auteurs ont soutenu qu'il serait possible de sauver en quelque sorte les permis dont la péremption serait due à la crise sanitaire en recourant à la force majeure. Alors, ça me laisse un peu perplexe. Je n'ai pas d'opinion totalement arrêtée là-dessus, mais ça me laisse un peu perplexe. Bon, déjà parce que pas du tout évident, enfin, pas forcément évident que la juridiction administrative reconnaisse que les conditions sont bien remplies. Le juge administratif est extrêmement exigeant hein, en matière de force majeure. Pour reconnaître que les conditions sont remplies, franchement, il faut se lever de bonne heure. Ensuite, il y a toujours la nécessité d'établir une relation causale. Hein. Il va falloir montrer que c'est la crise sanitaire qui a été à l'origine du fait qu'on n'a pas fait les travaux pendant 3 ans. Donc, voilà, là aussi, pas si évident que ça. Et puis, surtout, au-delà de ça, moi, j'ai un doute même sur la possibilité même d'invoquer la force majeure pour échapper à la caducité d'une autorisation d'urbanisme. Parce qu'on connaît bien le rôle de la force, mais le rôle exonératoire de la force majeure hein, en matière de responsabilité, dans la jurisprudence administrative, mais j'avoue que moi j'ai plus de mal à cerner son potentiel en matière d'obligations légales et réglementaires. Et je suis d'autant plus perplexe que finalement l'arrêt qui est le plus souvent cité à l'appui de cette thèse, hein, sur laquelle on pourrait invoquer la force majeure pour échapper à la péremption d'une autorisation, c'est un arrêt de section du Conseil d'État de 1955, un arrêt consort Robert et Bernard, qui, je suis allée voir, ne dit pas ce qu'on lui fait dire. Pas ce qu'on lui fait dire, alors j'épargne les détails, et oui, la force majeure, je vais même aller voir les conclusions, donc la force majeure était bien invoquée par les requérants, elle n'est pas du tout évoquée par le Conseil d'État. À aucun moment, il n'est question de force majeure. Donc voilà, je doute. Alors après, c'est vrai qu'il y a quelques arrêts plus récents qui semblent ne pas exclure totalement cette possibilité. 2 arrêts du Conseil d'État, 3 décisions des juridictions du fond, qui n'excluent pas dans l'absolu la possibilité, pourquoi pas, mais aucune de ces décisions ne reconnaît que les conditions de la force majeure étaient réunies. Donc, attention, danger avec cette force majeure. Je pense qu'il serait peut-être un peu périlleux de poursuivre en fait un projet avec une autorisation peut-être caduque en se disant c'est bon, on va la sauver parce que va y avoir force majeure. Non. Je pense plus sûr de tenter d'obtenir une décision de prorogation suivant le régime qui est prévu par le Code de l'urbanisme. Alors cette prorogation, elle n'est pas automatique. Cette prorogation, il faut un peu anticiper parce qu'il faut l'obtenir nécessairement avant la caducité de l'autorisation. Hein. Naturellement, l'administration ne va pas pouvoir proroger un acte s'il est d'ores et déjà caduque.
Donc, il faut un peu anticiper. Mais ce qui est intéressant de ce point de vue, c'est justement la petite prorogation de l'article 3 qui va nous emmener jusqu'au 25 septembre. Donc, ce qui laisse aux titulaires d'autorisation finalement jusqu'au 23 juillet, là, pour demander une prorogation. Donc, voilà, un conseil pour finir, hâtez-vous de demander une prorogation. Enfin, hâtez-vous, remarquez ou pas, parce que si la prorogation est demandée avant le 24 juin, alors on lui appliquera l'article 7 de l'ordonnance. Et à ce moment-là, le délai de réponse de 2 mois dont dispose l'administration, quand on lui demande une prorogation, elle a 2 mois pour répondre. Son silence vaut toujours octroi de la prorogation. Mais ce délai de 2 mois, il ne commencera à courir que le 24 juin. Et donc voilà, pour finir, en fait, je vais simplement finir sur une toute petite alerte en signalant que, attention, pour les personnes qui pratiquent le droit de l'urbanisme, actuellement, on est dans une période très particulière parce qu'on est sorti de, on va dire, la période de suspension applicable en matière d'autorisation d'urbanisme, mais un peu au-delà. Michel René et Coralie Leveneur parleront tout à l'heure du droit de préemption. Donc voilà, la date fatidique du 23 mai, 24 mai est passée, donc on est tranquille, c'est bon. Oui, mais non, c'est pas complètement bon parce que il y a tout un tas de décisions. Alors, j'ai pas insisté en donnant des exemples tout au fil de l'exposé parce que je crois que ça aurait été vraiment très pénible, mais tout un tas de décisions qui relèvent, qui continuent de relever du régime général et donc qui bénéficient encore des interruptions, suspensions de délai prévues jusqu'au 24 mai. Donc, voilà, en conclusion, vigilance. Merci Élise pour cette intervention. Alors, il y a plusieurs demandes, notamment de Coraline Humbert-Siméon qui nous dit « Pouvez-vous reprendre la question des délais de recours pour les autorisations d'urbanisme délivrées après le 12 mars parce qu'à ce moment-là, le son était haché ?» Est-ce que tu peux juste reprendre ça en 2 minutes pour répondre à Coraline ? Oui, bien sûr. Donc, pour les autorisations d'urbanisme qui ont été délivrées après le 12 mars, donc qui ont été délivrées pendant la période de suspension des délais, pour ces autorisations-là, le délai de recours n'a pu commencer à courir que le 24 mai. Alors même qu'elles auraient peut-être été transmises avant en préfecture, alors même que l'affichage aurait peut-être été réalisé sur le terrain avant, le délai de recours n'a pu être déclenché qu'à partir du 24 mai. Et bien sûr, il n'a pu être déclenché que si les formalités nécessaires à son déclenchement ont été accomplies. Une autre question de Croque-Loi qui nous dit « Quid des délais de réponse de l'administration à un recours gracieux contre un permis de construire ? L'article 12 bis ne le vise pas et l'ordonnance numéro 427, donc celle du 15 avril, ne modifie pas l'article 7 de l'ordonnance 306 qui organise les délais de réponse et de décision de l'administration. Donc 24 mai ou 24 juin, une question un peu précise là de Croque-Loi. » Ah ouais, mais très bien, très bonne. Je suis très contente parce que, à vrai dire, je l'avais envisagé, mais je me suis dit si je rentre dans un tel niveau de détail, je vais faire fuir tout le monde, donc je ne l'avais pas évoqué. Mais effectivement, l'hypothèse est bonne, hein, ça n'est pas régi par l'article 12 bis. Donc, ce délai de réponse de l'administration est suspendu jusqu'au 24 juin et recommencera à courir au 24 juin. Voilà, il n'est pas régi par les dispositions spécifiques. Si en revanche, je continue du coup, je déroule le fil, mais si en revanche, par exemple, l'administration a répondu expressément pendant la période juridiquement protégée, alors là, on va réappliquer l'article 12 bis parce que le recours qui va être intenté contre l'autorisation et non pas contre la réponse de l'administration. C'est du contentieux administratif général, hein, finalement. En cas de recours administratif préalable obligatoire, le recours contentieux va être dirigé contre la décision de l'administration sur le recours administratif qui se substitue à la décision précédente. Alors que quand on est sur un recours administratif qui n'est pas obligatoire, la décision de l'administration sur ce recours administratif ne se substitue pas à la décision initiale et ce que l'on attaque, ça reste la décision initiale. Donc le recours, il reste dirigé contre le permis, donc on peut appliquer l'article 12 bis. Parfait. Alors peut-être une dernière, là c'est une petite mise en situation de El Perronet. On pourrait invoquer le fait de l'administration pour faire échec à la péremption dans les communes qui ont interdit la poursuite des chantiers, même si elle se dit convaincue que l'article 3 s'applique.
Oui, l'article 3, voilà, il n'y a pas de doute, et l'un n'exclut pas nécessairement l'autre, dans la mesure en tout cas où l'article 3, de toute façon, il n'est pas spécifiquement consacré aux autorisations d'urbanisme. On pourrait supposer qu'il y a une exclusion si on avait une disposition spécifique concernant les autorisations d'urbanisme. Là, c'est pas le cas. Oui, parce que le fait de l'administration, effectivement, il y a de la jurisprudence, mais c'est autre chose que la force majeure. C'est pas la même chose que la force majeure, mais dans ce cas particulier, oui, c'est vrai que parmi les causes de suspension du délai de validité, ce qu'on appelle délai de validité des permis, existe dans la jurisprudence le fait de l'administration. Et donc, dans ces communes, tout à fait, pourquoi pas, c'est une très bonne hypothèse.